Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes trois invités, Ashraf Ouro-Sama, Georges Hérault et Dominique Lacmont. Avant la pause, on parlait donc du Bénin, ce changement au sommet de l'opération antiterroriste Mirador dans le nord du pays. On le sait, autour de la mi-avril, une attaque terroriste revendiquée par le JNIM avait coûté la vie à plus d'une cinquantaine de militaires béninois déployés dans la zone. Et cela, certainement, après évaluation, a amené le président Patrice Talon à décider du changement du sommet du commandement. Et nous étions en train, justement, Ashraf, de voir les relations entre les deux voisins, avec la dernière sortie du président nigérien qui a été très claire. Les frontières vont rester fermées parce que le Bénin, selon lui, abrite l'armée française, et tant que le Bénin ne fait pas partie de l'armée française, il n'y aura pas de réouverture de frontières. J'ai envie de demander, est-ce que c'est au Niger de dire au Bénin ce qu'il doit faire en termes sécuritaires? Oui, bon, je crois déjà, je crois qu'au nom du panafricanisme aujourd'hui, nous avons des autorités publiques qui font du surenchère. Il faut le dire très clairement, qui font du surenchère. Je crois que le Bénin et le Niger, les autorités nigériennes n'ont pas vocation à donner ni des injonctions ni des directives aux autorités béninoises, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une sorte de suspicion perpétuelle sur les autorités béninoises, les accusant d'abriter des bases militaires étrangères, notamment françaises. Non, moi je crois qu'il faut sortir de ce discours-là, parce que les aventures solitaires sont totalement contre-productives. Si vous voulez lutter seul contre l'extrémisme violent, vous jamais de la vie. Vous n'obtiendrez pas des résultats tangibles. Donc nous avons besoin de la coordination sous-régionale pour venir à bout de ce phénomène si pernicieux. Il faut sortir de ces éléments de langage, parce que moi il faut le dire très clairement, c'est-à-dire j'ai comme l'impression que les autorités nigériennes, les autorités et tous ces pays du Sahel aujourd'hui ont perdu, disons, la liberté de penser, et qu'ils sont pris en otage par un certain nombre de panafricanistes sur les réseaux sociaux. On a comme l'impression que le pays est dirigé par ces leaders panafricanistes-là qui font des lives à longueur de journée. À un moment donné, lorsqu'on dirige un pays, il faut prendre de la hauteur, il faut à un moment donné analyser les enjeux et voir quelle est la posture qu'effectivement qu'il faut adopter. Les instructeurs militaires étrangers, tous les pays ont le droit d'abriter. Si on a besoin de la formation, si on a besoin des compétences avérées, on peut le faire. Je crois que le Bénin a besoin d'un appui extérieur, parce qu'ils savent très bien qu'ils font face à un événement si pernicieux qui est l'extrémisme violent. Donc il n'appartient pas à un État étranger de donner des directives en disant si vous ne posez pas cet acte, nous ne pouvons pas collaborer. Donc, et il appartient, et je crois que les autorités nigériennes doivent se soustraire de ces éléments de langage-là et sortir également sous influence de ces panafricanistes qui donnent des directives et des leçons de morale, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui distribuent des points. Le camp du bien, le camp du mal. Je crois que personne n'a la prérogative d'avoir une vision manichéenne de notre société en divisant les gens du camp du bien et du mal. Donc, quand on dirige un État, on se doit de prendre des résolutions républicaines qui bénéficient à la communauté nationale. Aujourd'hui, la population béninoise, on a souffre de ces attaques-là, parce qu'il y a des activités économiques qui connaissent un ralentissement sans précédent. Au Niger également, c'est la même chose. On a un taux de bancarisation quand même extrêmement faible. Ces gens-là subissent. Et donc, même si aujourd'hui, on assiste à un retrait effectif de ces trois pays-là qui ont formé l'AES, mais n'empêche, la coordination, on peut apprécier cas par cas. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités nigériennes à prendre de la hauteur, à coordonner avec le Bénin, le Togo, un certain nombre de pays pour venir à bout de ce phénomène-là. Je l'ai dit tantôt, les initiatives solitaires n'arrangent absolument personne. Parce que ce qui est bizarre, c'est que les autorités nigériennes continuent d'émettre des directives et des injonctions vis-à-vis des autorités béninoises. Mais on a comme l'impression qu'ils ont réussi à mettre fin à l'extrémisme violent. Non, ils sont également dans la même situation. Et donc, nous avons tous intérêt à avoir une convergence des idées, une convergence d'efforts pour venir à bout de ce phénomène. Dominique Lacmont, les accusations du président nigérien, depuis, les gens disent on attend toujours les preuves.
il ne réussit pas vraiment à les apporter non plus. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec les analyses de Achraf, parce que c'est à un moment, il faut qu'on quitte ce discours-là. C'est ces discours qui ne construisent pas l'Afrique. Il faut qu'on aille vers la réalité. Mais j'ai l'impression que ces États, c'est eux qui doivent donner désormais les directives aux autres pays. C'est comme si eux, réellement les autres pays ont besoin d'eux en fait, et eux n'avons pas besoin des autres. Vous voyez ça? Si le président nigérien tient ses propos, je pense que ça ne permet pas vraiment une bonne collaboration. Et si on analyse vraiment ce phénomène, pourquoi le Togo, le Bénin en paye les frais de ce phénomène, c'est parce qu'eux ils n'ont pas la maîtrise de leur territoire. Quand vous arrivez après les frontières béninoises et togolaises, il n'y a que les terroristes qui se pavanent à longueur de mètre. Ils n'ont pas, et ces pays-là n'ont pas la maîtrise de leur territoire. C'est pourquoi le Bénin et le Togo, voire le Ghana, en payent les prix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu t'entends parler de ce président, on dira comme si lui, il a la maîtrise. C'est comme au Niger, il n'y a plus de terrorisme, alors que ce sont des pays dont c'est le centre du terrorisme. Donc il y a les terrorismes ont occupé des territoires dans ces trois pays-là. Mais au Bénin, il n'y a pas un territoire, il n'y a pas une partie du Bénin qui est occupée par les territoires. Donc le Bénin est frappé à sa frontière. Donc ça veut dire qu'après le territoire béninois, il n'y a plus l'État nigérien. C'est les terroristes qui occupent, qui pavanent. Soit ils vont aller taper de l'autre côté du Niger, comme ça le plaît, ou bien ils vont revenir vers le Bénin, ça ils vont taper, ou ils vont aller vers le Togo pour frapper. Donc ça n'est pas... Aujourd'hui, on dirait comme si la faute, elle est béninoise, et que si le Bénin ne fait pas partir la France, comme eux aussi en ont fait, je pense qu'à ce moment, il n'y a plus de liberté pour diriger un pays, chacun a sa vision. Et l'autre peut coopérer avec qui il se sent mieux. Donc on ne peut pas dire un État demander à un chef d'État qui demande à un autre. Il impose à un autre de dire, je pense que si on leur faisait la même chose, ils ne vont pas accepter. Eux, ils ont choisi d'être avec les Russes, le Bénin a choisi d'être avec la France, mais l'essentiel c'est que, est-ce qu'il y a une collaboration entre ces deux pays pour arriver au bout? D'accord, je pense que c'est ça qu'on doit chercher, et non pour divaguer, dire non, si l'autre abrite telle force, il n'y aura pas de collaboration, et tout ça là, c'est la population qui en paie le prix. Et quand j'entends parler le président nigérien, il va se dire, lui il est cabri mort, parce que lui il vit le terrorisme en fait. D'accord, il vit le terrorisme, c'est le Bénin qui de temps en temps, qui est un peu épargné, qui est de temps en temps frappé. Donc il va se dire, moi je suis cabri mort, si tu ne veux pas que ça arrive chez toi, alors là, et faire partie celui-ci, parce que ce n'est pas pour dire que moi je maîtrise, parce que le terrorisme a son plein au Niger. Donc je pense qu'on doit se dépasser de ces discours qui ne construisent pas l'Afrique et aller vers l'intérêt commun qui est de protéger nos populations. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport mais du côté du Bénin, je pense qu'il faut aussi changer de stratégie. On a parlé de personnes, ce n'est pas une histoire de personnes, mais quand il s'assoit, Patrice Talon peut aller prendre le commandement. Mais si les stratégies mises en place ne commodent pas avec les réalités du terrain, Georges Weah l'a dit ici, la population qui n'est pas en bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité, tout ça, ça crée des vulnérabilités. Oui, mais les deux vont de pair. Donc ça veut dire qu'il faut réellement que les stratégies soient mises en place et que quelqu'un les applique. Il faut changer ces mécanismes, toujours pas seulement militaires, mais rester dans le sillage et puis amener la population à collaborer, mettre des stratégies pour que la population épouse l'idée, les stratégies que les gens mettent en place pour qu'ensemble on puisse arriver à ce bout. Si c'est seulement à aller en force avec des commandements, changer à la tête de commandement pour que les gens puissent militairement repousser les attaques et tout, mais si vous n'avez pas la collaboration et les informations réelles, et c'est la population locale qui doit fournir ces informations. C'est eux qui hébergent les terroristes. Et c'est eux qui savent qui est terroriste dans le milieu. Parce que les terroristes, c'est quoi? Vous êtes dans votre point je sais pas, point de checkpoint où vous contrôlez les entrées, mais il peut passer. Il passe comme un civil, et il vous regarde, il vous compte combien vous êtes, il retourne, il peut faire 2 heures, il retourne de l'autre côté de la frontière où de l'autre côté il n'y a rien.
il va aller planifier pour venir vous attaquer. Justement, donc, c'est la population locale, qui cette doit collaboration collaborer. et la Est-ce que, sensibilisation, anticiper sur la sensibilisation des populations, d'accord. la culture Quand patriotique. on a, Vers par exemple, la dernière cette- attaque que le Bénin a subie, j'ai dit 58 morts, c'est quand même énorme. Ça pose un problème. Là, vous êtes dans une zone dite rouge et des gens peuvent s'organiser, venir, faire 58 morts et repartir. C'est-à-dire le renseignement n'a pas détecté les mouvements. On a comme l'impression que les gens ont été surpris dans leur sommeil. On ne dirait après comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a de la part de ces hommes dont nous saluons la bravoure, mais on doit quand même s'interroger, une vigilance par rapport à la dangerosité de la zone qu'ils occupent? Je pense que c'est ça même qui a amené au changement du commandement. Parce que il est vrai qu'on ne peut pas dire que ça provient forcément du renseignement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les terroristes dont nous parlons, ce sont nos frères. Ce sont encore, ça dit que peut-être nous ne voulons pas tomber dans le radicalisme, dans la discrimination, mais dans la stigmatisation, mais vous pouvez trouver que peut-être c'est des éleveurs qui conduisent les bœufs le jour et qui deviennent des terroristes la nuit. Vous pouvez trouver des agriculteurs qui sont au champ le jour et qui deviennent des terroristes la nuit. Donc, oui, vous voyez, vous savez, ça veut dire que... le sens de ma question, c'est-à-dire quand on fait 58 morts, vous m'excuserez, ce n'est pas 10 personnes qui sont venues tirer. Oui, ça veut dire que les gens sont venus nombreux. Non, oui, je ne le crois pas. Si on a un renseignement organisé au regard de la menace dans la zone, avant, on pouvait le dire, les gens venaient, comme le disaient les pays du Sahel, nos alliés ne nous fournissaient pas les renseignements. Mais maintenant, tout le monde s'équipe en drone et tout. On n'a pas vu venir. On a des militaires qui ont quand même une capacité de riposte, à moins qu'on me dise qu'ils sont là, mais ils ne sont pas bien équipés. Non, en fait, quand vous voyez les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport aux terroristes, ce qu'ils ont pris comme butin de guerre, vous allez voir. C'est pourquoi je dis, ce qui sauve les forces armées, c'est aussi la population, c'est aussi la collaboration. C'est ces populations-là qui donnent aussi certaines informations. En fait, aussi que le glissement entre les forces armées béninoises et la population permet à ce que subtilement les forces armées se glissent parmi la population et la population ne les dénonce pas comme étant forces armées. Et là, ça permet d'avoir un renseignement fiable et se préparer avant même les attaques. Mais c'est-à-dire que quelque chose, il ne faut pas que vous soyez étonnés parce que nous sommes en train de parler des armes. Mais les armes pour tuer 58 personnes, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Bon, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas 58 pour civils, on parle de militaires. Oui, c'est pour dire. Des gens bien préparés, bien équipés pour venir. C'est pour dire que. Des gens qui ont pris des trajets bien précis. C'est pour dire que l'ennemi, le terroriste, quand lui veut attaquer, il se prépare. Parce que c'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre où tout le monde, on est face à face. Lui, il cherche le moment. Vous voyez les attaques de Pépan-Kondi et tout ça là, c'est des moments de faiblesse. Ils étudient bien le moment où ils doivent attaquer. Dire que nos militaires n'ont pas la vigilance à 100%. Ils n'ont pas la vigilance à 100%. Samuel, je voulais dire... Et c'est difficile pour une armée d'avoir une vigilance 100% pour comme ça. Une information, il faut que d'abord l'information soit disponible. D'accord? Qu'elles soient endogènes. Oui, mais c'est ça. Vu que le renseignement, c'est ça. Il faut avoir l'information. L'information doit être disponible. Qui doit la donner? C'est ce qu'on dit. S'il n'y a pas cette... C'est-à-dire que ce n'est pas... Oui, mais Dominique, ce que j'ai dit, ma question, c'est que je comprends le renseignement. En même temps, ceux qui viennent attaquer, comme je l'ai dit, 58 morts. Ce n'est pas 10 personnes qui sont venues attaquer. C'est des gens qui sont venus avec un arsenal, avec des motos. Au-delà du fait que nous ayons eu en amont, nous n'avons pas eu en amont les renseignements. Je pense que... Nous n'avons pas de surveillance de territoire, de zone pour détecter des mouvements, c'est ça? Non, je pense... Non, il n'y en a pas. La planification, nos pays n'ont pas. Eux, ils planifient pendant plusieurs temps avant de venir faire opérer une attaque.
D'accord? Et ça, c'est ce que j'ai dit. Ils sont 58. Est-ce que vous connaissez le nombre de terroristes qui sont venus attaquer les 58 personnes? Combien de personnes étaient là? Et eux, ils planifient. Ce sont des gens qui viennent, ils savent que eux, ils ont la facilité d'avoir des renseignements militaires. C'est-à-dire que quelqu'un va passer, une femme peut passer de l'autre côté de la frontière pour aller faire 2 heures. Ils savent que les militaires, ils sont là pour faire la fouille et tout. Mais ce qui est sûr, la population qui héberge les terroristes, c'est ça. Est-ce qu'il y a une collaboration? Un village peut héberger 1000 terroristes. C'est-à-dire que ces 1000 terroristes ne vont pas venir en une journée. Un passe aujourd'hui, il vient, il va s'héberger chez l'autre. Ce sont des stratégies, eux-mêmes, ils mettent en place. Et les terroristes, avant qu'ils puissent épouser l'idée de ces populations-là, ils appuient sur certains facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un village, ils ont un peu des moyens, ils sympathisent avec la population, c'est eux qui partagent un peu de l'argent, un peu de sardines, ils font la fraternité avec tout le monde, et on l'héberge, et c'est comme ça, ainsi de suite, ils vont pouvoir occuper un endroit où ils peuvent vous planifier tout et récupérer les armes. Mais demain, le soir, comme c'est la soirée où ils veulent opérer l'attaque, quelqu'un va passer, et les gens là sont combien, et ils vont se préparer en nombre avec des armes bien lourdes. C'est surtout que de l'autre côté de la frontière, tout est vide en fait. Et cette manière, ce que Achraf a dit, et cette manière d'absence de collaboration entre États, ça facilite que les terroristes. D'accord. Achraf, ce qu'on a observé, par exemple... D'abord, il faut qu'on accepte qu'on collabore avec les civils. Quand on regarde un peu le modus operandi avec Boko Haram à l'époque, c'était de descendre dans des marchés et de tuer des civils. Mais aujourd'hui, quand on regarde ceux-ci, ils s'attaquent à des garnisons, à des postes de police et tout. C'est-à-dire, ils s'attaquent à des gens qui ont du répondant, en réalité. Donc, c'est là où je pose la question de la vigilance de nos militaires. Je comprends et je salue le travail qui est fait. Mais est-ce qu'on a une vigilance très accrue? Est-ce qu'on sait que nous sommes dans des zones rouges où nous sommes en permanence la cible et on n'a pas le droit de fermer les yeux? Oui, non, mais je ne déresponsabilise pas l'institution militaire béninoise disons, des pertes en vies humaines qui ont été enregistrées ces derniers temps. Monsieur Samuel, même l'armée la plus puissante du monde, je veux parler des États-Unis, a subi des échecs cuisants en Afghanistan, même au Vietnam, on l'a connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas sous-estimer, disons, les terroristes. Ce sont des gens également qui ont une stratégie bien élaborée. Si aujourd'hui ils ont décidé de s'attaquer aux militaires, c'est qu'ils veulent affaiblir, réduire vraiment au néant les militaires parce qu'ils s'attaquent à la logistique. Ils s'attaquent à la logistique parce qu'ils savent très bien que s'ils n'ont pas la logistique, après, c'est le Bérésina, ils vont subir des échecs cuisants. C'est pour cette raison qu'ils ont changé de cible. Maintenant, s'ils collaborent avec la population. Effectivement. S'ils ont la faveur de la population, ils ne vont pas l'attaquer. Effectivement, vous savez très bien, on parle du développement inégalitaire des centres urbains et des zones périphériques en Afrique. Vous prenez par exemple l'extrême nord du pays a toujours été déclaré comme la zone la plus fertile au terrorisme. C'est la même chose également au Bénin. Et je crois que sociologiquement ça s'explique. Ce sont des gens qui ont une opération de charme très avancée. Et je crois que l'information doit être disponible, doit être également endogène. Si vous ne discutez pas avec les autorités morales du milieu comme les chefs traditionnels, ça ne pourrait pas aller. C'est pour cette raison, on a comme l'impression, c'est pour cette raison que je salue vraiment l'anticipation du président Talon. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la coordination a manqué. Il faut une démarche inclusive des choses. En se disant, oui, on a une population civile qui n'a pas une formation militaire, mais il faut les incorporer dans le processus décisionnel. Cela nous permettrait de contrer, disons, des attaques inopinées des terroristes. Donc, encore une fois, l'extrême vigilance même des militaires ne suffirait pas à faire face à ces terroristes. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que quand vous avez des militaires qui arrivent dans une zone au bout de 3 mois, je suis désolé, au bout de 3 mois, vous ne pouvez pas maîtriser la zone géographique, également du milieu. Alors que les populations, les terroristes, peut-être sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils maîtrisent la complexité géographique du milieu. Et donc, si vous ne collaborez pas avec les populations civiles, vous aurez toutes les difficultés du monde à faire face à ce phénomène si pernicieux. J'ai envie de quitter le sujet, mais il me paraît très intéressant. Oui. On parle du Bénin, mais c'est la même chose pour le Togo, un peu le Ghana en a subi, la Côte d'Ivoire. Donc, on est un peu dans la partie nord de cette zone.
J'ai envie de demander, on parle des terroristes, mais ce sont aussi des hommes, je ne sais pas s'il y a des femmes parmi eux, mais... Qui ont une nationalité, oui. Il faut le dire alors, très clairement. La question également. de savoir, pour quelle cause se battent-ils finalement? Mais c'est... Parce qu'il y a derrière aucune revendication. Je crois que... Non, il y a des revendications. Je crois que c'est Kepler qui dit ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. En fait, on n'arrive pas à comprendre. C'est d'où l'énigme, le côté énigmatique du terrorisme. Et voyez-vous, par exemple, quand je revois la vidéo, qu'est-ce que les gens disent? C'est que la religion. Ça, c'est pas une cause. C'est rien du tout. C'est-à-dire que vous voyez, ça veut dire que derrière ça, il doit y avoir d'autres intérêts que nous ne maîtrisons pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça interpelle nos États aussi. Parce qu'il faut un développement harmonieux de nos territoires et permettre à chacun d'avoir le minimum vital. Parce que vous savez, ce qui se passe au Bénin, c'est ce que le Togo a anticipé et qui doit même accentuer selon ce que moi je recommande ou bien ce que moi je propose. Parce que il faut à un moment donné favoriser le développement au nord de nos pays, dans les milieux ruraux, etc. Puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est l'inégalité entre nous qui fait que si moi je trouve, ou bien un jeune trouve une occasion qu'on lui donne de l'argent facile pour pouvoir héberger les terroristes, il le fera. Mais si à un moment donné, nous arrivons quand même à éradiquer, on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais lutter contre la pauvreté, la précarité, la misère, le fait que les gens n'arrivent pas à manger, vous allez voir que ça va améliorer. Puisque le cas du Bénin dont je vous dis, c'est une vérité, c'est une réalité. Les Béninois qui sont dans les lieux du parc, au niveau du lieu tampon, font des activités vraiment juteuses. C'est tellement que même des petits trucs coûtent énormément et ça les permet de gagner de l'argent. Ils n'en avaient pas avant. Donc, ce qui fait qu'ils cachent ces terroristes et ils les libèrent. Justement, on va parler Dominique, rapidement. Oui, votre question, c'est une question très complexe. Quel est l'objectif derrière le terrorisme? Pourquoi on se bat? Vous savez, si nous prenons l'origine du terrorisme qui a été due à une instabilité politique dans le Maghreb, c'était parti d'une frange. C'est-à-dire que c'est des frères musulmans qui réclamaient un pouvoir qui a été instabilisé. D'accord? Par exemple, l'Algérie, c'est là-bas les groupes se sont créés. Et au début, c'était devenu à un moment transformé comme une guerre religieuse. Des gens qui se réclamaient franges religieuses et voulaient attaquer des autres qui ne sont pas de leur frange. À un moment, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans... C'est devenu aujourd'hui comme l'a dit l'autre, ce n'est plus une guerre religieuse, mais guerre d'intérêt. D'accord? Nous allons nous poser des questions. C'est où les terrorismes aussi trouvent leurs armes? Vous savez, les armes actuellement que les terroristes utilisent sont des armes vraiment communautaires. Il y a les armes, il y a les moyens financiers, parce que moi j'ai suivi beaucoup de reportages sur Burkina. On découvre beaucoup de liasses de billets quand ils se déplacent. Vous allez voir que là où il y a du terrorisme, c'est là-bas également. Il y a des minéraux qui sont exploités et ceux qui sont derrière, qui financent les terroristes sont immensément riches. D'accord? Le problème, c'est quoi? Ceux qui sont derrière connaissent réellement les objectifs. Ça les permet de faire leur marché illicite, de s'enrichir, blanchiment des capitaux et tout. Maintenant, en s'appuyant sur des inégalités sociales, en fait. Si vous êtes là, dans votre communauté, vous avez vous luttez sur des conflits fonciers, ils vont venir aujourd'hui... prendre une frange comme s'ils coopèrent avec cette frange pour pouvoir arriver à leur pour pouvoir arriver à leur faire justice, d'accord? Et ils s'enflamment. Pour eux,
en créant cette manière, cette terreur, ça leur permet de faire infiltrer, de vendre des armes, de vendre de la drogue. C'est purement du business. C'est devenu un domaine, parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, même les musulmans. On va tourner, oui. Toutes les religions sont attaquées. Oui, Achraf, est-ce que c'est du business? C'est devenu complexe en fait. Le terrorisme, c'est du business aujourd'hui? Oui, effectivement, lorsqu'on mène des activités de cette nature-là, le but visé, c'est mener des activités lucratives. Gagner de l'argent, si je peux m'exprimer trivialement. Mais au-delà de tout, c'est qu'il ne faut pas négliger ces gens-là. Il y a une idéologie. C'est parce que nous sommes des produits des phénomènes urbains. Nous ne comprenons pas la mentalité et la psychologie de ces gens-là. Au-delà de tout, c'est une nébuleuse. Ils veulent installer ce qu'on appelle l'islamisme, tout simplement. La tolérance ne fait pas partie de leur vocabulaire. Et il y a seulement ça. Il y a également la déconstruction de l'État. Parce que pour eux, l'État tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un produit de l'Occident et qu'il faut le déconstruire. Et donc, c'est l'État qui génère les injustices sociales. Et donc, il faut lutter contre les injustices sociales. Et donc, en déconstruisant l'État, on prend par exemple le cas du Nigeria. C'est un État fédéral, mais qui fait l'objet aujourd'hui de la scission. Aujourd'hui, vous prenez le cas même du Cameroun, qui fait également de la scission. Donc, il y a une volonté de partitionner les États. Au-delà de tout, mais ce sont des gens qui font l'apologie également de l'anarchie, parce que, je ne sais pas, peut-être qu'ils estiment que la discipline collective n'a pas de vertu, et que la discipline collective également est le produit également de l'Occident. Donc, il y a une haine viscérale de l'Occident, parce qu'ils estiment qu'il y a un mimétisme de l'État. Ils utilisent des armes produites par l'Occident. Des armes produites par l'Occident. D'où les incohérences. Mais au-delà de tout, il y a une idéologie. Il ne faut pas négliger ces gens-là. D'accord. Oui. Messieurs, on a un troisième sujet, mais que je vais laisser passer, la question de l'interdiction de visa. On va passer directement au Togo sur la question de l'imminence des élections municipales. On va parler des forces en présence et des enjeux à venir. Aujourd'hui, élection municipale, Georges Hérault, quand on regarde sur, en tout cas, le paysage sociopolitique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'appétence? Est-ce que tout le monde a envie d'y aller? Oui, effectivement, tout le monde a envie d'y aller. Surtout, quand vous parlez de tout le monde, ça veut dire que les partis politiques, la société civile et tout le monde a envie d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, il est question de changer les conseils municipaux élus en 2019. Et vous savez, en 2019, on peut dire que l'intérêt et l'enjeu pour les élections municipales n'étaient pas aussi comme cette année, puisque pour certains, on entendait parler de la mairie, du conseil municipal, qu'en est-il réellement? Mais en fin de compte, quand on a vu à l'œuvre ce premier niveau de la décentralisation, les gens se disent, mais tiens, c'est vraiment quand même, ça suscite l'engouement, ça suscite l'intérêt, ça permet aux partis politiques de se positionner à la base, de s'associer à la gestion et au développement du pays, de permettre un certain nombre de choses à nos citoyens. Et aujourd'hui, je peux dire tout simplement que tout le monde veut aller, tout le monde veut participer, quel que soit le cas. Achraf, l'engouement y est? Non, l'engouement y est. J'ai le profil d'un homme politique, donc je connais très bien l'univers politique togolais et je sais qu'il y a une appétence particulière pour ces élections-là qui sont prévues pour le 17 juillet prochain. On a un processus électoral aujourd'hui qui est quand même assez avancé. On a les commissions électorales locales indépendantes qui travaillent sous la coordination de la commission électorale nationale indépendante qui est la CENI. Aujourd'hui, à l'étape actuelle des choses, on assiste à l'affichage des listes électorales, non plutôt des listes disons des candidats dans les CELI respectives sur l'ensemble du territoire. Donc, je crois qu'on a quand même assez avancé. Et je crois que les partis qui étaient dans une logique de boycott il y a de cela quelques mois également ont changé de fusil d'épaule parce qu'ils estiment que la logique du boycott est totalement contre-productive et qu'un
un parti ne vit que par les élections. Les échéances électorales sont organisées par intervalles réguliers parce que le gouvernement a, disons, cette contrainte-là de respecter l'agenda républicain. Et donc, nous assistons très prochainement à l'expiration du mandat des maires. Et donc, il faut renouveler le mandat des conseils municipaux. Nous savons très bien, au fait, le développement de ce pays passe nécessairement ou impérativement par la décentralisation. Donc, lorsqu'on essaie de faire un bilan à mi-parcours, disons des conseils municipaux, à un moment donné, il faut se poser véritablement la question, est-ce que le bilan il est quand même assez reluisant que ça? Et donc, je crois que tous les partis politiques aspirent à diriger des communes. Parce que si on aspire à diriger la nation à un moment donné, il faut faire également des preuves à l'échelle locale pour avoir des arguments à faire valoir vis-à-vis de nos concitoyens. Donc le Togo a 117 communes et je crois que avec le nouveau décret, il y a une légère hausse, disons des conseils municipaux. Je crois qu'on était à 1527 si ma mémoire est bonne. Et donc, on va procéder au renouvellement des conseils municipaux. Donc, c'est l'occasion véritablement de faire la pédagogie sur le code de la décentralisation parce que j'estime que ce code-là n'est pas quand même assez vulgarisé. C'est quoi un conseil municipal? Quelle est la partition là de ce dernier-là dans le développement des communes? On a assisté également, lors de ces 5 dernières années, également des conflits d'ordre territorial. Vous vous rappelez entre le maire Medjikonou et le maire Aboka. Et le ministre de l'administration territoriale a jugé bon également de trancher avec diligence ces litiges-là. Je crois que ce sont des problèmes qui reviennent de manière récurrente. Et on parle de la démocratie locale. À un moment donné, il faut véritablement raciner. Parce que les gens veulent véritablement se sentir concernés par la gouvernance locale. Nous avons des maires qu'on accuse très souvent d'être des hors-sol. Vous m'excusez pour l'expression, de ne pas quand même assez très proche du peuple, mais il ne faut pas généraliser. Il y a quand même des maires qui font quand même du bon travail et qu'on pourrait également mettre un bilan vraiment à leur actif. Donc je crois qu'aujourd'hui, la machine, elle est lancée. La CENI a un calendrier. Tous les partis politiques ont une certaine représentativité sur le territoire national, sur les 117 communes. Chacun, en fonction de sa représentativité, a essayé de postuler dans les communes et dans les 5 régions du pays. Donc, dans les prochaines semaines, nous verrons à l'issue de ces élections-là les tendances qui se dégageront. On a les acteurs politiques qui parlent. Vous et moi, nous sommes des observateurs. Je vais laisser Georges 15 secondes. Je voudrais préciser seulement que l'arrêté qui portant sur la modification du 21 a été suspendu. Et donc on revient sur au nombre initial de 2019. C'est ce que je voudrais. D'accord. Dominique, quand on regarde le bilan du mandat 1 qui est en train de s'achever pour le conseil municipal élu en 2019, est-ce qu'il est reluisant pour parler aujourd'hui d'engouement pour ces élections municipales? Oui, c'est ce que j'ai entendu parler les hommes politiques. Tu sais, les politiciens, c'est l'occupation de sièges qui les intéresse. Et moi, en tant que... c'est très péjoratif, c'est très péjoratif, je suis désolé. Je suis panafricain pour le développement. Je pense que cette élection devait, en principe, révéler un double enjeu, c'est-à-dire le développement local et le renforcement de la démocratie à la base. Si je prends le développement local, chaque commune devrait être dotée d'un conseil qui réfléchit comment faire trouver des voies et moyens pour développer sa localité. Et je pense que cette première élection qu'a connue notre pays a servi d'exemple. Ici, il fallait faire un bilan. Moi, je pense que c'est un bilan un peu mitigé. Moi, je n'épouse pas totalement que ces maires et conseillers que nous avons connus sur le territoire national. C'est vrai, parmi eux, il y a d'autres qui ont vraiment essayé de prendre des initiatives allant dans le développement local, mais je pense que la majorité ont retrouvé des sièges pour se reposer. Et ça, aujourd'hui, nous le vivons. Si nous prenons, même simple, les problèmes sociaux n'ont pas été, ce qui pouvait être réglé de façon communales n'ont pas été. Il y a le cas de l'assainissement, des projets de développement
communales n'ont pas été à la hauteur. Les gens sont restés sans initiative pendant 6 années. D'accord, on a connu des maires qui se sont juste allés se reposer. Je pense que si j'étais dans les états-majors des partis politiques, c'est vrai, il fallait faire minutieusement une étude sur la candidature des gens et étudier leur capacité, leur profil avant de les positionner et surtout voir s'ils ont cette capacité, ce dynamisme. Je voulais dire qu'on n'envoie pas des gens aller se reposer. On avait vu pas mal de retraités qui se sont retrouvés dans des sièges juste pour le repos, alors que les jeunes étaient présentés avec des profils qui répondent au développement local, qui pouvaient être à la tête des mairies pour vraiment enclencher un plan de développement. Si j'ai un coup de gueule à l'endroit de ces partis politiques, c'est de pouvoir positionner des candidats qui sont solides. Parce que le travail de maire, il faut être énergique. Ce n'est pas un mec qui va aller dormir, mais c'est un mec qui va réfléchir sur les projets de développement de sa commune. C'est un maire qui doit prendre des initiatives. C'est un maire qui doit savoir comment chercher le partenariat, pas seulement attendre de l'État, mais des partenariats extérieurs pour amener des choses au niveau de la population. C'est un maire qui doit travailler, comment élaborer des projets d'approvisionnement en eau, d'assainissement. Il y a des choses que le maire peut initier, pas seulement attendre tout, qui s'inscrit également dans le programme du développement de l'État. Deuxième chose, l'autre enjeu, c'est l'enracinement de la démocratie à la base. Vous savez que nous sommes dans une nouvelle république. Et ces conseillers-là, aujourd'hui, si nous les prenons, chaque parti sait que si nous prenons en mal ces conseillers municipaux, on paiera un jour ou tard du prix. Parce que si on ne gagne pas à conseillers municipaux, c'est eux qui décident aujourd'hui de qui élire le prochain président de la République. C'est-à-dire les sénateurs, ils vont élire les sénateurs et les sénateurs viendront élire... Donc les enjeux sont plus importants qu'avant. Et chaque parti a compris, et vous avez vu, et même tous les partis politiques, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, tout le monde est activé pour aller vers ces élections. Vous n'avez pas eu d'écho. Hier, il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui voulaient appeler à une manifestation, mais nous avons vu pour la première fois ces partis politiques, surtout de l'opposition, qui ont dénoncé cette manière de ceux-là qui appelaient à sortir, ils ne savent pas comme quoi, et je salue leur engagement. Ils ont dénoncé le fait de voir leur signature sur ces communiqués dont ils ne sont pas associés. Oui, mais donc c'est différent. Également la marche, c'est-à-dire que c'est... Non, ils n'ont pas dénoncé la marche, ils ont dénoncé la procédure d'organisation. Ils savent, laissez-moi aller dans mon analyse, ils savent que... Oui, mais il faut que nous rectifions les faits. Ils sont en train de s'apprêter à une élection de grands enjeux, de taille importante. Donc, ils ne voudraient pas que les activistes qui n'ont aucune notion de développement, qui ne savent pas ce qui se passe, puissent saboter leurs actions. Vous me tendez une belle perche. Vous avez dit que, parce que j'ai écouté chez vous deux qu'il y a de l'engouement de la part des partis politiques. Et quand je prends la question avec là où Dominique a chuté, est-ce qu'il y a cet engouement auprès de la population? Parce qu'il évoquait le fait qui s'est passé hier, 6 juin, où des gens avaient voulu manifester leur mécontentement parce qu'il y a la vie chère, parce qu'il y a en tout cas une sorte de charpe de plomb sur le pays, selon leurs mots. Il y a l'arrestation d'un artiste et tout. Est-ce qu'il y a cet engouement auprès de cette population? C'est vrai que vous allez me dire qu'on va noter ça en regardant la participation dans les urnes. Mais déjà, quand vous prenez l'attention. Mon voisin de droite, les déchets. Dominique, vraiment, il a fait le bilan de 6 ans de mandat et vraiment c'est assez pertinent. En fait, Samuel, avant de répondre, je voudrais quand même apporter un peu de grain au moulin de Dominique en donnant une anecdote comme ça. Je connais un maire parce que sur un document, son agent avait écrit maire adjoint et il a traîné le document là pendant 3 jours parce qu'il n'a pas dit adjoint au maire. Ça me fait sourire parce que pour lui, quand on dit maire adjoint, il prend ma place. Ça veut dire quoi? D'accord? Ça veut dire que en fait, je voudrais répondre à ta question. Ça veut dire qu'en réalité, en 2019, les gens n'avaient pas trouvé assez d'intérêt
pour ça. Mais à un moment donné, on a compris que le poste de maire, c'est un poste vraiment qui permet à celui qui occupe ce poste-là de pouvoir impacter la vie quotidienne des citoyens. Oui, Donc, pour les citoyens, quand on était arrivé, effectivement, les gens se posaient la question, c'est quoi encore les mairies, c'est quoi encore ceci, c'est quoi encore ceci. Mais à un moment donné, je ne peux même pas dire qu'il y a ces mitigeux un peu partout. Moi, je connais des maires. Moi, personnellement, quand vous me demandez, les maires comme le maire Aboka, c'est un maire que j'aime beaucoup. Ça dépend de tout le monde. Mais en termes managériels, je vous dis que ce maire est un maire modèle, icône. C'est quelqu'un que tous les maires, ou bien beaucoup de maires, doivent aller à l'école de maire de Aboka, en termes de gestion, de l'exécutif même en termes de partage, de fonctionnement, même comment est-ce que la collaboration avec les autres, l'homme n'est jamais parfait. Ça, je suis d'accord. Mais quand vous prenez le maire d'Aboka, les maires doivent aller à ce conseil. Je rappelle qu'on a 117 maires. Oui, 117 donc, maires. Aboka, c'est un grain de sable. Hein. Oui, non, quand vous parlez de lui seul, alors que nous faisons un bilan global. Non, parce que la question même, ce n'est même pas le bilan. En fait, je voudrais arriver à l'engouement de la population. Oui. Parce que à un moment donné, qu'est-ce que la population dans diverses localités ont remarqué? C'est qu'il y a des maires qui sont là seulement pour aller aux ateliers. Formation à Kara, formation à Takpamé, formation à Palibé, formation à Lomé. On nous appelle ici. La trésorerie. Et d'ailleurs, l'État qui avait émis dans la loi budgétaire des communes qu'on prélève 21% de chaque budget pour l'investissement dans les communes à un moment donné, ne trouvait même pas 1%. Donc, l'État a dit, mais dans le budget de certaines communes-là, je laisse les 21%. Ça veut dire que les communes, leur recette est destinée seulement au fonctionnement. Et voyez-vous, et à ces fonctionnements-là même, ça ne suffit pas, ce qui fait que l'État a le FACT, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, volet fonctionnement pour encore appuyer les communes dans le fonctionnement. Un jour, je posais une question. Si certains maires étaient chefs d'entreprise, pendant 6 ans, ils allaient fermer leur entreprise parce qu'ils n'arrivaient même pas à trouver les recettes pour le fonctionnement de leur commune. J'essaie de faire le lien avec ma question. Oui, ce qui fait que... Oui, je suis en... Rapidement. En fait, ce qui fait que à un moment donné, les populations ont hâte à ce qu'il y ait une élection pour qu'ils puissent voter et censurer certains maires. D'où l'engouement au niveau de la population. C'est pas facile. En fait, la population veut aujourd'hui qu'on y va vite pour que nous puissions changer certains maires, ou bien certains conseillers, ou bien censurer. Parce que avant, nous pensons que c'est de la blague. Avant, nous pensons que c'est juste d'aller voter X ou Y et puis c'est fini. Mais nous avons vu que c'est notre avenir, c'est notre développement qui est hypothéqué pendant 6 ans. Et si on ne fait rien, ça va être encore comme ça. Donc, il y a l'engouement au niveau de la population. Est-ce que vous sentez la population prête pour... ces nouvelles élections qui s'annoncent? Non, mais je sens la population quand même prête, même s'il n'y a pas des éléments pour quantifier cela. Mais ce qui est objectivement, je crois que la population elle est prête parce que ce sont des gens qui sont plus ou moins satisfaits ou déçus de la politique locale qui a été menée dans leurs communes respectives. Donc, je crois qu'ils auront les moyens de sanctionner des maires qui ont quand même un bilan quand même assez décevant. Mais je crois que lorsqu'on est conseillé... Avant que vous poursuiviez, est-ce que c'est possible dans le genre d'élection que nous avons de sanctionner un maire? Oui, non, on n'élit pas directement le maire. Non, on n'élit pas directement. On n'élit pas directement le maire. Ce qui veut dire qu'il y a 2 hypothèses. Le premier hypothèse, c'est que si vous avez ce maire-là peut être sanctionné par la population locale, ce qui veut dire qu'il ne sera même plus élu local. Deuxième hypothèse, c'est que s'il est réélu élu local, c'est que la population
peut également exercer une sorte de contrainte dans le jeu d'arbitrage pour ne pas être reconduit. Pour ne plus être reconduit maire. Bon, maintenant, je crois que quand j'essaie de cerner les éléments de langage de M. Dominique, lui, il est beaucoup plus intéressé au profil. Et je suis d'accord avec lui que le profil est vraiment, il faut avoir une probité morale, il faut avoir également une compétence technique quand même en matière également, en matière également de gouvernance. Ça ne concerne pas la population, ça concerne les partis. Oui, effectivement, ça concerne les partis. Et je crois que, non, mais il y a également une sorte de suspicion sur les partis politiques parce que on accuse les partis politiques de faire preuve de laxisme. Je crois que ce travail-là est fait par les partis politiques, c'est-à-dire qu'on recherche dans le choix des candidats, on recherche des profils intéressants. Mais Monsieur Samuel, vous savez, lorsque vous vous intéressez au profil également des conseillers municipaux, vous savez, il y a des gens qui deviennent incontrôlables. Lorsqu'ils font face vraiment aux événements, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont des prérogatives de gestion, ce sont des gens que vous avez connus il y a de cela 2 mois, qui avaient quand même un profil intéressant, mais une fois à la mairie, commencent à changer des choses. Mais moi, je crois que l'arbitrage revient à qui? Au peuple qui peut sanctionner les élus locaux en les reconduisant ou en les injectant. Maintenant, je finis par là. Je crois que la complexité de ce que vous demandez, en fait, c'est que vous devez savoir que les populations ne votent pas, que les personnes ne votent que les partis politiques. Ouais. Donc, ces conseils, maires et conseillers ils vont aux élections au nom de leur parti. C'est pourquoi moi, j'attire l'attention des partis politiques. Les états-majors des partis politiques de faire un travail minutieux pour que les candidats qui vont présenter désormais à la population, que ce soit des candidats qui répondent vraiment au profil qu'il faut pour le développement de la commune. C'est mon temps de parole, on me l'a arraché. Je n'ai pas parlé sincèrement. Non, laissez-le terminer son idée. Non, je crois que dans le processus décisionnel des assemblées délibératives locales, je veux parler des communes, il faut associer véritablement les populations. Parce qu'au-delà de tout, on a connu des communes qui sont quand même assez inertes. Il y a le projet de l'intercommunalité. Il faut prendre des initiatives. On n'a rien senti sur ce plan-là. Oui, sur ce plan, il faut aller chercher des initiatives, que ce soit des communes sur le plan africain qu'en Occident, parce que ce sont des gens qui peuvent venir nous appuyer. La règle de la publicité également des comptes publics. Lorsqu'on vote le budget, je crois que le code permet à la population de participer au vote du budget. Nous avons un élu local. Ils ne participent pas. Oui, mais il s'agit de quoi? Ils peuvent assister au budget et lorsque le maire fait son compte administratif, ils seront là pour juger. Il peut même demander à ce qu'on puisse leur faire copie à leurs frais du compte. Bon, c'est un abus de langage, c'est ça j'appelle participer. Je veux dire tout simplement qu'ils peuvent avoir un droit de regard sur le tour. Mais pendant l'élaboration, il y a le budget participatif. Et maintenant, je finis à l'élaboration. Et je finis également par le contrôle également de la légalité administrative qui appartiennent aux autorités déconcentrées. Je vais parler des préfets. Je crois qu'il faut éviter des relations conflictuelles entre les autorités, les élus locaux. Malheureusement, le temps est parti. J'avais voulu poser aussi le sujet et justement, comme j'ai l'adjoint au maire ou le maire adjoint, c'est selon. La question du bureau du citoyen, on l'a attendu, on ne l'a pas vu venir. Malheureusement, mon temps est parti. On aura d'autres occasions, comme on est en processus électoral, de revenir en parler. Ashraf, merci d'être passé dans cette émission. Merci à Georges Hérault. Dominique Lacmont, merci à vous aussi. Je vais rendre l'antenne. Merci à tous d'être restés avec nous. On se retrouve le samedi prochain.